Donc, c'est ça, aujourd'hui, on a Sébastien Berger-Leboeuf de chez WSP qui vient nous présenter les bétons fibrés de haute performance. Avant ça, juste faire un petit mot sur la SCGC, la Société canadienne de génie civil. Je pense que vous avez plusieurs visages que je reconnais, peut-être quelques nouveaux. On fait des présentations à peu près tous les mois sur différents sujets de génie civil. Et merci à nos commanditaires. Dans les prochaines activités qu'on a, le mois prochain, on va recevoir des ingénieurs de la STM qui vont venir nous présenter le garage souterrain Côte-Vertu qui a été construit tout près du métro Côte-Vertu. Et c'est Christian Simon Fortier et Léa Britel qui vont venir nous présenter le projet qui risque d'être fort pertinent. C'est ceux qui savent pas, c'est ça le projet en image. C'est un gros trou dans le sol avec beaucoup de complexité dans l'excavation et dans la construction. Des problèmes, je crois, qui sont encore là-dessus. Également, à la fin de l'année, on va faire une petite soirée réseautage. Fin d'année, remerciement de la CGC au pub Ruski, au Vieux-Port, le 6 décembre. Prochainement, on va envoyer des informations sur le sujet. Donc aujourd'hui, Sébastien, merci de t'être déplacé, merci de pouvoir vous présenter cela. Et à ceux qui sont en ligne, je ne pense pas qu'ils nous entendent parce que ça ne fonctionne pas. Mais bon, donc Sébastien, grande expérience en béton, en béfeu, titulaire d'une maîtrise en recherche en génie civil à l'École polytechnique, où on s'est croisés d'ailleurs. Il a également exercé en tant qu'associé de recherche à la fin de ses études. Son expérience de près de 10 ans dans le domaine de la recherche et de la conception, axée sur les bétons renforcés de fibres, l'a conduit à collaborer sur des projets diversifiés au Canada, en Australie et aux États-Unis, j'imagine tout ça à travers le WSP, et notamment dans les domaines de ponts, transport ferroviaire, des infrastructures portuaires et maritimes, des barrages, des bâtiments et des ouvrages souterrains. Et je crois que c'est également là, depuis 2017, tu travailles chez WSP, où tu as des solutions, mais tu as également SVL Conseil, donc tu fais aussi des conseils pour le BFUP. Donc, spécialisé dans la conception et structure avec du BFUP, son entreprise dont il est président. L'expertise et son dévouement envers l'innovation dans le domaine du génie civil en font un professionnel reconnu et respecté, qui a un impact significatif dans le domaine. Donc, je te lègue le micro pour ta présentation. Merci. En passant tout le monde, donc c'est comme un petit peu déjà discuté de BFUP, donc je sais déjà qu'il y en a plusieurs qui ici qui m'ont entendu parler. Dans le fond, le BFUP, je vais faire aussi des liens avec tout ce qui est béton renforcé de fibre en général, mais il va y avoir un peu plus évidemment tout ce qui va être touché au BFUP. Évidemment, bon, une solution multiple défis du 21e siècle. Chaque génération a comme ses défis, ou chaque province, comme on parlait, a ses défis. Le BFUP amène des solutions des fois pour simplifier, et c'est un peu l'objectif de la soirée, la présentation. Donc, bon, la présentation va s'articuler sous deux principaux thèmes. Donc, présenter un peu c'est quoi le matériau pour que tout le monde parte un peu sur la même base. S'il y en a qui n'ont entendu parler ou pas entendu parler, je n'irai pas en détail. Je vais juste faire la base. Et après ça, on va passer dans plein d'applications un peu variées dans différents domaines pour essayer d'élargir un peu les horizons. En gros, le BFUP, ça fait partie de la gamme des bétons renforcés de fil. Donc, c'est un peu comme la Cadillac des bétons renforcés de fil ou la Tesla, si vous voulez, dans les voitures électriques. Dans le fond, la gamme des bétons renforcés de fil, c'est un peu la troisième génération de béton. Au début, on avait en 1900, les bétons en ligne sont arrivés qui solutionnaient certains problèmes, j'imagine, dans le temps. Après ça, on a eu les bétons précontraints 1950 qui a commencé à rentrer sur le marché, qui permettaient d'aller chercher de grandes portées, donc j'imagine que ça réglait des problèmes qu'il y avait évidemment dans ce temps-là. Et maintenant, on a des problèmes de durabilité. C'est là que les bétons renforcés de fil sont arrivés. On va voir pourquoi ils règlent un peu justement ce problème-là, ou dans ce cas, ils améliorent grandement la durabilité. On a également des parcs d'actifs qui sont en croissance continue. Qui dit parc d'actifs en croissance, dit construction, dit gestion de tout ce qui est autour aussi, maintien de la circulation, maintien des opérations dans les usines. Tout ça, ça amène toujours son lot de complexité dans les travaux. Et évidemment, mais des fois, ça donne un autre casse-tête à faire en conception. C'est comment on va le faire, comment ça va pouvoir s'implanter ce projet-là. C'est beau dire sur papier, ça fonctionne, mais en chantier, c'est toujours une autre paire de planches. Donc, les bétons fibres permettent également d'aider à ce niveau-là.
Et même chose au niveau de la main-d'œuvre qui est rare. Bon, bien évidemment, dans les actifs en croissance, il faut l'entretenir aussi, ce qui est rendu vieux. Donc, ça demande toujours plus de main-d'œuvre et on manque de main-d'œuvre, on sait. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il manque de main-d'œuvre dès que tu fais un chantier. On va vous dire, l'entrepreneur, c'est lui de fournir la main-d'œuvre, mais en tout cas, est-ce qu'on peut simplifier des fois des tâches, des travaux pour nécessiter moins de main-d'œuvre et faire en sorte que le projet soit un succès? Là, juste en fond, c'est déjà donner des outils de plus. L'objectif de la soirée aussi, c'est pas de vous rendre des experts en défib. Non, loin de là, en 45 minutes, on ne peut pas devenir expert en défib. Ce que je veux plutôt, c'est que seulement que quand vous allez retourner dans vos projets, vous allez être capable d'avoir un outil supplémentaire dans votre coffre comme outil. Vous allez être capable de dire, bon, mais OK, si j'ai tel problème, je fais ma conception normalement en béton, OK, je rentre dedans, est-ce que je peux élargir un peu et dire, si je vais peut-être avec un béton en force de fibre, ça va peut-être être plus simple, ça va peut-être régler un problème que je commence à focusser trop dessus. Fait que c'est un petit peu mon objectif ce soir, c'est juste d'être capable d'ouvrir nos horizons et de voir où est-ce qu'on peut l'appliquer. Parce que moi, évidemment, je suis plus spécialisé en pont et ouvrage d'art, bien que je collabore dans différentes disciplines, en sciences du bâtiment, en bâtiment et tout ça. Mais je pense que tout le monde ici, vous êtes dans différentes disciplines, si je ne me trompe pas, et là, à ce moment-là, on est capable, vous êtes sur des projets comment que je ne connais même pas, à ce moment-là, vous êtes capable d'avoir plus d'impact de votre côté aussi. Ici, on voit justement 4 types de béton. Donc, premièrement, à gauche, complètement béton standard, 35 MPa, rien de trop fantastique. Et puis, on va aller vers la gauche, puis on va aller dans les gammes de béton en force de fibre à haute performance. Ici, on a un béton fibré à haute performance, c'est comme un BHP mais avec des fibres. Les fibres, on peut également les mettre dans le béton standard de 35 MPa, puis ça va quand même avoir un impact au niveau durabilité, au niveau contrôle de l'assurance. Qu'est-ce qui fait que le défib est exceptionnel? Bon, bien évidemment, on voit qu'il n'y a aucun granulat ici. C'est tout le plus gros granulat, en fait, c'est le sable de quartz qui est même pas 1 mm de ciment. Donc, c'est vraiment petit. On a une matrice qui est très, très dense, très compacte. Et ça nous permet d'aller chercher des distances de l'ordre de 120 à 150 MPa en compression pour les fibres commerciales au Canada. Dans d'autres pays, on a du 180 ou 200. Mais au Canada, c'est 120, 150 à peu près. L'autre point également qui est très intéressant, c'est la résistance à la traction. On est de 7 à 15 MPa. Et quand on a des résistances à la traction qui sont nettement supérieures, c'est ça qui nous permet de les considérer dans les calculs, alors que normalement, un béton, on considère juste l'armature en calcul. Là, ça permet de changer complètement le concept. On est capable de réduire le volume de béton de 30 à 60 %, réduire l'armature de 40 à 75 %, même complètement si on est dans des éléments secondaires. Donc, c'est là que ça nous permet d'optimiser, puis c'est pour ça, justement, d'ouvrir ces horizons, de ne pas avoir peur aussi, parce que des fois, je me fais questionner justement sur des designs, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus grand, ou est-ce que tu es sûr, tu sais, parce que justement, ça change complètement le concept de base. Donc, quand on parlait des fibres qui permettent de contrôler la fissuration, évidemment, on le voit ici, une barre d'armature, ça va contrôler la fissuration localement où est-ce que c'est positionné et dans la direction. Parce que les fibres, elles, vont être partout dans la matrice et dispersées dans plein d'orientations. Et vont se retrouver également dans l'enrobage de la barre d'armature et c'est ce qui permet d'améliorer la durabilité puisqu'ils vont contrôler la fissuration dans le 60 mm peut-être d'enrobage, qui va permettre de réduire l'ouverture et la profondeur de l'issue. Il y a différents types de fibres. Je vais vous en faire circuler. J'en ai plusieurs échantillons et ici, c'est principalement des fibres synthétiques. On en a des plus petites qui contrôlent la fissuration de retrait et un peu plus longues ici qui vont permettre de contrôler peut-être un peu plus au niveau de résistance à l'ultime. Ça a évidemment ses limites. Évidemment, c'est un peu comme n'importe quoi. On a différents matériaux dans le génie. Il y a de l'acier, il y a du béton, il y a du bois. Chacun a ses avantages. La même chose dans les fibres. Donc, chacun a leur avantage, leur pour et leur contre. C'est juste d'avoir selon les concepts. On a également des fibres d'acier. Je vais vous en passer ici. Ça ici, c'est, faites attention, il y a peut-être des fibres sur les coins. C'est des fibres, dans le fond, pour un béton standard, donc un peu plus grosses. On va les voir ici, ils ont des crochets pour bien s'ancrer dans la matrice cimentaire. Et je vais passer à la fin des fibres des fibres, avec le spécimen des fibres. La grosse différence entre les fibres synthétiques et l'acier, on le voit sur le graphique, c'est quand est-ce qu'elles vont s'activer. Les fibres synthétiques, c'est un petit peu plus souple, passer un élastique, mettons d'entraînement, au début, il faut tirer. Au début, quand on tire, c'est facile, puis à un moment donné, là, on tire, on a vraiment une force. C'est un peu le problème de la fibre synthétique, c'est quand il va y avoir
quand la matrice va fissurer, on va avoir une chute rapide de la résistance avant que la fibre vienne s'activer. On va commencer normalement autour de 0,5 mm lorsque le sol. Si vous acceptez ce type de comportement-là à l'ultime, dans certaines conditions, c'est correct. Dans d'autres circonstances, on veut que la fibre puisse s'activer rapidement et contrôler la fissuration dès le début. Alors là, à ce moment-là, ça peut être des fibres d'acier qu'on va aller chercher. Maintenant, les fibres de B-fibres sont beaucoup plus courtes. On parle de 13 mm, beaucoup plus petites, 0,2 mm également de diamètre. Donc, ici, on les voit fibres d'acier. Vous allez voir un recouvrement de béton un peu doré, c'est de la fibre noire. Donc, elle va corroder si elle est exposée. Et ça, c'est de la fibre PVA, donc elle ne corrodera pas. Moins, un peu comme justement, c'est de la synthétique. Donc, on a différentes propriétés. Mais en architectural, on voit beaucoup ça, ces fibres de PVA-là. L'avantage, c'est tout simplement qu'elle ne corrode pas. Mais en même temps, des fois, dans certaines conditions en architectural, on voit les mêmes résistances. Et ça, on voit, c'est le spécimen de B-fibres, donc beaucoup plus foncé parce qu'évidemment, il y a énormément de ciment à l'intérieur. Donc, on l'a vu un petit peu en image présentée. Ici, on les voit justement fibre longue, fibre courte. Les fibres longues, principalement, sont des bétons plus standards avec un système d'accrochage différent courbe un peu, si on veut, au bout. Vont être principalement associés au comportement adoucissant. Et les fibres courtes vont être principalement associées au comportement écouissant. Pour elles sont plus courtes également, on peut aller dans des dosages un peu plus élevés, comparativement aux longues, qui vont être un dosage un peu plus faible, simplement pour garder une bonne maniabilité au niveau du matériau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bétons renforcés, on ne peut pas les livrer à l'intérieur avec un livreur conventionnel de béton, parce que là, à ce moment-là, on viendrait complètement avoir une zone pas de fil. C'est un petit peu une petite particularité. Donc, tous les bétons avec des fils normaux sont autoplaçants. J'ai mentionné comportement adoucissant et écouissant. Qu'est-ce que c'est ça? On le voit sur les deux graphiques. Le premier graphique à gauche complètement, c'est le comportement écouissant. Donc, on a un graphique contraint en fonction de la déformation. Donc, au début, on a la courbe linéaire élastique conventionnelle à tous les bétons. Bon, évidemment, le B-fib, comme on a une matrice de 120-150 MPa, la résistance de la matrice a une situation un peu plus élevée. On le voit à peu près à 8 MPa ici. Et ensuite de ça, on a l'écouissage, qui est un peu comme une barre d'armature un plateau qui est la zone d'écouissage. C'est un peu le même principe ici. On va avoir une augmentation de la résistance en fonction d'une augmentation de la déformation. Cette déformation-là, en fait, c'est de la micro-fissure qui se fait dans la matrice puis qui vient activer toutes les fibres. Ce sont des fibres de 2000 MPa de résistance à la traction, donc vraiment fort. C'est pour ça qu'on a une augmentation de la résistance. Également, au début, dans le fond de la courbe, ici, bon, on a de la fibre, la fissure qui est très petite, pas visible vraiment à l'œil nu. Plus on s'en va vers la déformation grande, à ce moment-là, plus on va voir la fissure qui va se faire, jusqu'à temps qu'on arrive à la localisation de la macro-fissure ou de la fissure de rupture. Et là, à ce moment-là, on tombe dans le graphique de droite, qui est là où on va voir le comportement du système. Un béton sans fibre, on le voit ici, dans le fond, les BO ou les BHP, on va avoir la chute rapide qui est classique à tous les bétons, dans le fond, un comportement fragile. Alors que pour un comportement adoucissant avec des fibres, à ce moment-là, on a une chute graduelle de la résistance en fonction de la nature de la fissure. Et c'est là qu'on voit justement que les fibres vont contrôler la rupture, aller chercher un comportement qui est utile. En passant aussi, on a deux normes au Canada qui trouvent les fibres. La norme A23.1 avec l'annexe U et la norme S619 qui est la norme des ponts pour tout ce qui est plus calcul structural. Même si je fais des fois, j'appuie les équipes en bâtiment, je vais utiliser la norme des ponts parce que c'est la seule qu'on a au niveau des fibres. Et des fois, je vais même dans des normes internationales parce qu'elle, comme elle est quand même récente, elle ne couvre pas tous les éléments. Donc à ce moment-là, on compte avec les autres normes. Autre élément qui est intéressant au niveau du B-fib, c'est les propriétés de l'interface. Évidemment, bon, partatif existant, il faut souvent réparer, l'entretenir, prolonger cette durée de vie, etc. Bon, on vient de faire des fois des réparations de béton. On sait très bien que l'interface béton-béton, c'est peut-être pas toujours la meilleure. Alors qu'on compare avec le B-fib, ben, toutes les ruptures vont arriver dans le substrat, dans le béton d'origine et non à l'interface. Ce qui va permettre d'optimiser nos réparations, de limiter peut-être les ancrages mécaniques installés, etc. Donc, un net avantage au niveau du B-fib comparativement à un béton standard qu'on utiliserait faire avec l'interface. L'autre point également, c'est la longueur de développement. Normalement, une longueur de développement de base, ça peut près 35 diamètres de base, alors que là, avec un B-fib, on est de 8 à 12 diamètres de base. Par exemple, et la longueur de chevauchement aussi est 75% de cette longueur de développement. Elle est plus courte. Par moment, on va l'allonger. Ce qui fait que pour une quinzaine, on se retrouve au minimum avec une longueur de chevauchement de 90 mm. C'est même pas 4 pouces. C'est très, très petit. C'est ce qui permet de vraiment avoir des joints de connexion quand on est dans des éléments préfabriqués très, très petits.
Puis ça, quand on va le voir dans les joints de connexion, je me fais souvent dire, est-ce qu'on peut pas élargir un peu, parce qu'ils trouvent ça petit, un petit joint de 200. Mais c'est déjà, même à 200, souvent je les fais à cette largeur-là, juste parce que sinon ça devient tellement petit que c'est difficile à faire en chantier aussi. Il y a ça comme limite aussi. Au niveau de durabilité, je ne passerai pas l'ensemble des tests de paramètres de gel, dégel et tout ça, parce que c'est juste une soirée. Puis l'autre chose aussi, c'est que tout test de durabilité avec du BFIP, comme on dit, c'est plate, parce qu'il n'y a rien qui se passe, seulement que le béton est durable. Pour preuve, dans le fond, le test que je vais vous montrer, ça fait 20 ans qu'il y a des spécimens qui sont exposés dans la baie de Fundy, donc avec les chlorures, le gel dégel, le mouillage séchage, les marées, donc avec l'abrasion et tout ça. Donc vraiment un environnement agressif. Là, 20 ans, donc fin des années 90, début 2000, ils ont déposé sur une plateforme des spécimens en PHP et en BFIP pour comparer, si on veut, la durabilité. Et les derniers tests ont été, le dernier article intéressant qui est sorti de ces tests-là, c'est en 2020, qui comparait l'évolution du front de chlorure. Donc, dans le fond, la concentration en chlorure en fonction de la profondeur dans le spécimen. Puis, dans le fond, pour le BHP, comme on le voit en bleu ici, le front de chlorure continue de progresser année après année. Juste ici, évidemment, on a des taux qui normalement vont initier la corrosion. C'est sûr que là, on est quand même dans un enrobage, c'est très faible pour normalement, on est dans du 40-60 mm. Mais reste que le front de chlorure progresse. Alors qu'au contraire, pour le BFIP, le front de chlorure reste dans les 5 mm et ne progresse pas. En 20 ans, il n'a pas progressé, il est resté toujours dans ce 5 mm. Qu'est-ce qui explique ça? C'est tout simplement qu'on a une microstructure qui est très très dense et une porosité aussi qui est discontinue. Fait que pour les chlorures, c'est très difficile de progresser à l'intérieur. Et c'est ce qui fait qu'on a une durabilité justement exceptionnelle avec le BFIP. Maintenant, bon, évidemment, on voit 5 mm, c'est quoi l'enrobage d'un BFIP? C'est 20 mm quand on est en préfabrication, 25 quand on est en pris en place. Donc, on se retrouve ici. C'est pour ça justement qu'on dit que la durabilité va être vraiment très longue et qu'on peut s'attendre à des 50, 100 ans, quasiment 100 ans. Maintenant, comment on pourrait dire, c'est quoi les raisons pourquoi on pourrait aller vers un BFIP? Ici, c'est un beau graphique que je trouvais très intéressant. Premièrement, on a l'esthétique. Dans tout ce qu'on parlait au début, justement, les bâtiments, le Lucien, d'autres bâtiments vont aller chercher des façades qui peuvent être plus minces, avec un beau fini très très lisse avec le BFIP. Évidemment, le BFIP que je vous ai montré est très foncé, c'est un BFIP structural, donc ciment gris, en architectural, donc un ciment blanc qui vont colorer évidemment. Donc, c'est tout ce qui va être mobilier urbain, l'esthétique va être à ce niveau-là très intéressant. On va aller dans tout ce qui est préfabrication pour aller chercher une légèreté, parce que, comme je vous dis, on peut réduire le poids de la section de béton, donc le poids. À ce moment-là, ça devient très intéressant. Le poids va jouer également si on a une capacité du sol en géotechnique qui est très faible. Si on réduit notre poids de structure, on est capable de donner une chance au niveau structural d'avoir un peu plus de capacité. Également aussi au niveau sismique, parce qu'en réduisant la masse de notre bâtiment ou de l'ouvrage, au niveau sismique, on a moins de charge à reprendre. Ça devient un autre avantage également au niveau du poids de l'élément. Et enfin, on a la durabilité. Évidemment, comme on vient de voir, le BFIP va être une excellente durabilité, donc tout ce qui va être pont, barrage, tunnel, tout ce qui va être dans un milieu très agressif, en fait, barre et maritime également, ça devient un gros atout. À travers tout ça, c'est beau dans la majorité des projets, mais dans d'autres cas, comme on va voir sur un des exemples de projets que je vais vous montrer, c'est aucunement de ces trois choses-là qui sont en général le plus conventionnel, c'est tout simplement qu'on va accélérer les travaux ou les simplifier. Je l'ai rajouté parce que ça a été un de mes cas, puis je ne le trouvais pas dans cette illustration-là, mais je trouvais ça quand même intéressant de le présenter. C'est tout simplement qu'il fallait qu'on prolonge de 15 ans la durée de vie de l'ouvrage avant qu'on la démolisse. J'avais zéro besoin de poids, j'avais zéro besoin de durabilité ou d'esthétique. Fait que rendu là, j'étais juste, on va simplifier la vie et vous allez découvrir tantôt. Donc maintenant, au niveau des premières applications, je vous dirais, quand on rentre dans le monde du BFIP, il y a beaucoup, vous allez voir, au niveau pont en premier. Fait, dans le fond, la première application qu'on va en général essayer de faire, pour se faire un peu, se mouiller un petit peu, c'est le joint de connexion. Il est assez simple à faire, à réaliser. En devis, la même chose, c'est assez simple. Il est très bien couvert aussi par les normes de la littérature. Donc, moins de chances, disons, de se casser la gueule, comme si on fait plutôt un bâtiment complet. Donc, si on compare maintenant avec un joint conventionnel, vous allez voir, la plupart des projets, je vais essayer de comparer béton armé conventionnel avec des fibres, parce qu'évidemment, quand on veut vendre une solution ou qu'on veut regarder si elle est rentable ou pas, il faut toujours comparer avec quelque chose qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait normalement avec un joint conventionnel? Le joint conventionnel, on est à peu près à plus ou moins 800 mm, donc assez large. Pourquoi assez large? C'est tout simplement à cause de la longueur de développement des barres d'armature.
On a également des détails d'armature qui sont souvent complexes avec des barres courts. On rajoute de l'armature en chantier. On a des goujons ici également qui vont dépasser le lit inférieur. Donc, ça amène plus de risques d'avoir des conflits en chantier. Qui dit risque de conflit et des armatures aussi à poser plus de main-d'œuvre, plus de délai. Donc, des choses qui ne sont pas nécessairement souhaitables. Et en plus de ça, ben, ça reste que c'est le point faible. Pourquoi c'est le point faible? C'est tout simplement à cause de la cohésion de l'interface ici qui est plus faible que la fissuration de la dalle. C'est pour ça que si on veut avoir un tablier exposé, donc pas de membrane de pavage, on est obligé d'avoir de la post-tension pour être sûr que cette interface-là n'ouvre pas. Sinon, il faut faire membrane de pavage, donc c'est des étapes de plus. Alors qu'avec le joint en BFUP, ben, comme je vous ai dit, on fait un joint de 200 mm, on est suffisant pour le chevauchement des barres d'armature. On a, les goujons peuvent être plus courts que le rang inférieur, parce que dans le fond, j'ai un béton qui peut travailler en traction, ce qui me permet de transférer mon cisaillement au goujon directement avec ça. Et je n'ai pas d'armature à poser en chantier, donc des étapes de moins de risque de conflit. Donc, on accélère le chantier. L'autre avantage également, c'est comme j'ai un joint qui est de 200 mm, si j'ai une poutre d'acier, on a souvent des ailes plus petites qu'une poutre, un EVT qui demande très grosse aile. Donc, un joint de 200 rentre sur une poutre avec une aile de 500. Si j'ai des joints de 800, ça ne rentre pas sur une aile de 500. C'est rare qu'on va commencer à faire des ailes de poutre super larges pour le plaisir de faire assez large. Donc, ça revient à un autre avantage. Puis également, comme c'est le point fort, parce que l'interface au niveau de la cohésion est très très forte, ça va être la dalle qui va fissurer avant l'interface. Donc, à ce moment-là, je peux avoir mon joint exposé sans membrane de pavage ou post-tension. Donc, un gros avantage dans ce cas-là. Et on l'a vu justement, ça a été une des raisons pourquoi on est allé avec des joints en BFUP dans le projet du barrage Little Long dans le nord de l'Ontario. Ça a été construit l'année passée. On a eu un pont qui a été construit au printemps, puis un pont en décembre. Donc, un beau petit cadeau de Noël avec un test de compression le 26 ou 27 décembre pour pouvoir arrêter le chauffage. Donc, ça a été ça justement une des raisons pourquoi on est allé avec ça, c'est pour éviter tout ce qui est membrane de pavage et post-tension, vu qu'on était dans la région éloignée. La main-d'œuvre, tout ce qui était complexe, on essaie d'éviter ça le plus possible. Tout ce qui a été conçu, ça a été fait avec la norme canadienne, sauf pour la clé de cisaillement ici qui a été faite avec la norme, l'annexe française à l'Eurocode, parce qu'on n'avait pas rien au niveau de la norme canadienne. Sinon, je vous dirais, bon, il y a ce détail-là aussi, dans le fond, on a fait la dalle ici, au niveau du joint transversal, on n'est pas par-dessus une poutre, on a fait, si on veut, une lèvre inférieure qui venait se coller pour éviter d'avoir du coffrage. Évidemment, c'est un détail que je ne ferais pas nécessairement sur un pont avec énormément de trafic comme à Montréal, parce que je n'ai pas ma pleine d'anticipation de la dalle, ici c'est déconnecté. Pourquoi on l'a fait là? Ben, j'ai pas vraiment de trafic, j'ai peut-être 500 véhicules par année avec 400 pick-up, je n'ai pas vraiment de charge cyclique. De 1. Et de 2, ben, j'ai un barrage. Fait que j'ai 14 ou 15 mètres peut-être en bas avant d'arriver à un fond solide. Fait que pour faire un coffrage, il faut que je sois en nacelle ou faire une plateforme. Donc des coûts ou de la production réduite. Donc à ce moment-là, avec un design comme ça, ben, on évitait d'avoir du coffrage. Évidemment, quand on est joueurs plus petits, bon, on évitait d'avoir trop de béton à couler. C'était une demande de l'entrepreneur d'avoir le moins de béton à couler possible dans le chantier. Toutes les dalles étaient préfabriquées, justement. Dans ce projet-là, ben, j'avais proposé des dalles en BFUP, mais évidemment, c'est un risque supplémentaire des fois pour l'entrepreneur. Il n'a pas voulu. Mais au final, quand il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse ses transports de dalles au printemps, en disant, on attend déjà, puis c'était une dalle par camion à 5 000 avec le voyage, ça aurait peut-être été finalement intéressant d'avoir des dalles en BFUP. Juste parce qu'on aurait pu avoir des dalles plus petites. Ou avoir des dalles de plus grande dimension pour le même poids, puis là, ça aurait fait moins de manutention en chantier. Il y a ça aussi, il n'y a pas trop. Qui dit BFUP aussi en chantier, dit tout le temps c'est nouveau pour tout le monde, souvent pour le concepteur, pour le propriétaire d'ouvrage, pour l'entrepreneur, pour le surveillant, c'est nouveau pour tout le monde. Donc on fait souvent une coulée de contenance. On fait tout le temps une coulée de contenance. En fait, un gros banc de sable pour l'entrepreneur, on dit amuse-toi, essaie tout ce que tu veux. L'important, je veux juste que tu essaies ce que je t'ai demandé au devis. Mais après ça, si tu veux essayer d'autres choses, libre à toi de le faire. Dans ce cas-ci, il a essayé, je ne sais pas combien de paramètres de temps, ok, je vais commencer à meuler à telle heure, à 2 heures, 3 heures, 4 heures, à différents temps pour voir si c'est plus facile ou difficile, essayer d'optimiser sa séquence de travail pour que quelqu'un qui arrive sur le pont, ben, d'un, il y a moins d'erreurs, mais que son échéancier soit connu, précis, puis qu'il roule dans le fond. Dans ce cas-ci, il avait même essayé quelque chose qui a finalement été mieux, qu'on a modifié par rapport à nous. Fait que, des fois, il y a des améliorations aussi là, qui sont faites à travers ça. C'est des choses qu'on se rend compte que finalement, des fois, c'est trop difficile. On est capable d'adapter un peu aussi. Maintenant, la deuxième application classique qu'on utilise quand on rentre dans BFUP, c'est la chape.
ou des réparations. Dans ce cas-ci, ça va être les deux. Réparation, c'est la verticale, la chape, c'est la horizontale. Grosse différence, mais ça reste le même principe. Donc, quand on veut juste chercher de la durabilité, on va y aller avec un 30-40 mm en général. On pourrait dire qu'on met 25 qui est minimum, mais on essaie de se donner peut-être une tolérance pour la mise en place en chantier. Donc 30-40 mm, pas d'armature. Dès qu'on veut aller commencer à mettre de l'armature, sans armature, on peut aller jusqu'à 60 mm. Déjà, à 50-60 mm, on a quand même un bon gain en résistance, même si on est par-dessus. Si on veut aller chercher une augmentation des capacités portantes avec de l'armature, c'est minimum 50 mm pour tout simplement avoir une barre de 10 m en bas, une barre de 15 m, puis 25 mm de courant. C'est le minimum qu'on peut aller. Après ça, on peut monter jusqu'à 90 mm. En haut de ça, c'est parce que ça devient un peu comme trop épais et trop gros. De toute façon, le gain rendu trop épais, c'est moins important. Et ça devient aussi moins économique au prix du matériau, parce que pour votre information, le déflip, c'est 6 000 $ mètre cube. Fait que 6 000 $ mètre cube, tu ne veux pas mettre du béton pour du béton. Tu optimises la section. Évidemment, pour une chape, comme le béton est extrêmement durable, on peut éviter tout ce qui est membrane de pavage. Et pour des réparations à la verticale sur un mur ouvrable, on va éviter tout ce qui est enduit, imperméabilisant, peu importe ce qu'on mettrait sur un béton standard. On va tout les éviter. Normalement, pour une réparation, tout ce qui est structural, en général, on va utiliser un 3 %. Je ne l'ai pas mentionné, mais pour le joint de connexion, c'est souvent, ça va être juste un 2 %. C'est suffisant, c'est ce qu'on a besoin, puis ça coûte moins cher aussi. La différence de prix, c'est 500 $ pour 1 % de fil. Pour vous donner une idée, on va dire 500 $ de moins de mètre cube, on va le prendre. Maintenant, quand on parle de chape, on a souvent dans des stationnements des pentes. Sur des ponts, on a toujours des pentes pour le drainage. Là, évidemment, ce béton-là, comme j'ai mentionné, était autoplaçant. Qui dit autoplaçant sur une pente, ça ne tient pas. Donc, on utilise plutôt, on modifie en fait avec la tixotropie qu'on appelle. Moi, ce que j'ai vu, c'est une poudre blanche, c'est peut-être maintenant en liquide, ça se fait, mais c'est un petit adjuvant en fond qu'ils mettent à l'intérieur, ça fait qu'au final, c'est comme un gelo. Donc, mettons, c'est comme un gelo, il tient en place. Là, dans le fond, on va venir avec la règle vibrante, le mettre en place. Avec la vibration, il va se placer où est-ce qu'on a besoin avec la pente. Puis quand on arrête avec la règle vibrante, il va rester dans cette place-là. Il va revenir dans son état de gel. Fait que c'est pour ça qu'on peut l'utiliser, sinon on ne pourrait pas. Puis on va aller jusqu'à des pentes de 7 à 10 %. J'ai vu, je pense, en moteur du 13-15 %, mais c'est plutôt rare. Évidemment, comme on a la propriété d'interface qui est extrêmement bonne, à ce moment-là, on peut éliminer les ancrages ou les réduire. Maintenant, quand on parle de chape, on parle souvent qu'on va marcher dessus, on va rouler dessus, peu importe, ça va nous prendre une certaine rugosité, sinon ça devient lisse et dangereux. Il y a 3 options que je vais vous présenter ici. Les 2 dernières vont être tirées de la Suisse, c'est pas encore utilisé. Celle-là va être utilisée sur une chape l'année prochaine, mais celle-là, c'est plus couramment utilisé, je vous dirais. Celle-là, dans le fond, c'est la première, c'est meulage, grenaillage, scarification, c'est tout ce qu'on fait normalement avec un béton. On vient, on veut la raser un petit peu, le rendre rugueux mécaniquement. Puis ça, le problème qui arrive, c'est qu'on vient enlever de la pâte à la surface qui recouvre les fils. Les fils, c'est de l'acier noir, donc corrodé, et ça va donner plein de picots de rouille. C'est juste esthétique, mais dans certains cas, l'esthétique est plus importante. Fait que dans certains cas, comme sur une passerelle, je ne ferai pas ça, parce qu'évidemment, tout le monde ça va rentrer dans les nouvelles une semaine après qu'on ait fini la structure. Par contre, sur les ponts aux États-Unis, c'est que ça qu'ils utilisent, ils laissent leur structure ouverte comme ça. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'après 1 an, oui, ça a plein de picots de rouille, mais à un moment donné, avec la force que les véhicules passent, ça se nettoie un peu, puis ça devient moins apparent aussi. L'autre option maintenant, c'est quand, juste vous dire, ça n'a aucun impact sur la durabilité de la résistance. C'est une fibre de 0.2 mm, c'est pas une barre d'armature de dessin qui va. Fait que puis la matrice est tellement résistante que ça ne va pas éclater comme ce soit. Maintenant, l'autre option, justement, quand on ne veut pas des fibres apparentes, c'est avec une sorte de quartz pour une circulation légère, donc une passerelle piétonnière par exemple, comme on va le faire l'année prochaine. Dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est juste mettre un agent retardateur d'évaporation pour pas que les fibres fassent une petite croûte qui a souvent tendance à faire rapidement. On vient saupoudrer le sable de quartz à la surface, le trouver pour qu'il rentre un peu dans la matrice, pour qu'il puisse rester là et que ce soit rigide. Et dans le fond, à ce moment-là, on peut l'ouvrir à la circulation après comme ça. L'option ici, on l'utilise plus en Suisse, on ne l'a pas encore vu ici, c'est tout simplement de mettre un 10 mm. Une fois qu'on a fait notre charte en déflip, on met 10 mm par-dessus. Ou est-ce qu'on n'a pas de fibre d'acier à l'intérieur, mais plutôt des granulats angulaires pour faire
l'argosité, puis avec un agent retardateur de prise et un jet d'eau, on vient les exposer à ce moment-là. Maintenant, un exemple de chape dans un bâtiment qui s'est fait à Ottawa. Je n'étais pas le concepteur, mais je travaillais avec le fournisseur. La raison étant fort simple, la conception avait prévu initialement une chape de 50 mm avec des ancrages au 200 mm et un treillis. C'est beau, c'est simple, c'est classique, mais sur un bâtiment, des ancrages au 200 mm, sur cet étage, sur toutes les surfaces, ça en fait du temps de main-d'œuvre à progresser. Et évidemment, comme tout projet, il y avait un échéancier assez restreint. Donc, il a cherché à essayer de voir s'il y avait d'autres solutions qu'il pouvait utiliser. Donc, BFUP est apparu. Et évidemment, on avait avec 50 mm de BFUP, on avait la même capacité, mais pas de treillis. Ils ont quand même décidé de laisser le treillis tout simplement pour les joints de construction. Mais sinon, il n'y avait aucun besoin d'ancrage à ce moment-là. On paye plus cher le matériau, mais à ce moment-là, on réduit le temps de main-d'œuvre pour les ancrages, on réduit, il y a plein d'autres avantages au final. Un exemple qui a été fait dans un port en 2017. Évidemment, le problème, c'est que c'est indiqué en plein milieu de l'eau, donc le déneigement là-dedans se faisait avec du sel. Pas de pelle, pas rien, c'est juste on est dans du sel, donc évidemment, c'est très doux pour le béton, on aime ça. À ce moment-là, on est tout ça avec une chape en BFUP pour le dessus, de je pense 30 ou 50 mm, je ne me souviens plus exactement. On avait des pentes dans les quatre directions. Comme on le voit évidemment après la construction, c'est beau, hein, c'est tout broderie, c'est béton, mais un an après, conversion, ça l'arrête. C'est justement le grenaillage qu'on fait, ça expose les fibres et ça fait un petit peu moins esthétique. Dans le temps, on ne savait pas l'astuce du sort de quartz. Probablement que le client aurait préféré ça, mais ça fait partie des leçons apprises. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Un des problèmes également, c'est la thixotropie. Dans ce cas-là, l'entrepreneur n'a pas voulu utiliser de règle vibrante parce que c'est un petit carré, 4 pentes, il voulait plus y aller à la main. Mais quand tu as un jello à étendre à la main, il faut que tu vibres, c'est pas nécessairement facile. Donc, la deuxième coulée, parce qu'ici on a joint construction, la deuxième coulée, il a demandé est-ce que ce soit un peu moins thixotrope. Le fournisseur lui a dit non, mais évidemment, il a quand même voulu l'essayer. Et évidemment, ça cherchait évidemment toujours à descendre un peu plus la pente. Donc, lui, il le remontait. Et ça fait qu'on a eu des petites réparations. Mais le point aussi, c'est comme il replaçait, il changeait l'orientation des fibres qui donnait un peu plus à se pointer à la surface. Et là, quand il a fait son grenaillage, on le voit la différence. Beaucoup plus de picots de rouille comparativement ici. Fait que si on fait juste le placer avec sa règle du bande, on n'aura pas tant de problèmes que ça. Et ça, on vient le modifier après, que là, il y a beaucoup plus de problématiques qui peuvent apparaître. L'esthétique, en fait. Donc, c'est un petit peu à ce niveau-là que les leçons apprises de cette expérience-là. Maintenant, un exemple sur une passerelle qui a été conçue, ça va être construit l'année prochaine. C'est une passerelle de 250 mètres de long. C'est une voûte de caisson, un ordi supérieur, donc la dalle supérieure 127 mm avec 2 lits d'armature. J'ai 4 ans d'armature, 4 épaisseurs d'armature dans 125 mm. Si je mets un marteau-piqueur là-dedans, c'est sûr que je défonce au complet, surtout que ça reste 60 ans. Et si je défonce, mais là, j'ai encore les coffrages existants de 1960 qui vont être là. J'ai toutes mes armatures. Donc, commencer à vouloir reconstruire, ça va être l'enfer. Et je ne peux pas faire de soutènement temporaire parce que je suis au-dessus d'une voie ferrée, d'un boulevard et d'un autoroute. C'est les joies de travailler en pile. Et là, à ce moment-là, je suis en haut d'une pile, en moment négatif, c'est mes armatures de dalle qui travaillent. Donc, je ne peux pas non plus toutes les dégager si je ne fais pas de soutènement. À ce moment-là, il faut que j'y aille en phase. Mais là, j'ai 4 phases de réparation sur pile. J'ai 250 mètres, fait que j'ai plus qu'une dizaine de piles. Vous voyez le délai qui se fait en dessus sur une passerelle. Où est-ce que le monde a 1 km ou 2 à faire de détour? Ah, là, je vois. Fait que pour éviter de créer tous ces problèmes-là aux citoyens, on s'est dit plutôt, l'option la plus logique devient l'achat en BFUP à ce moment-là. L'avantage d'un, c'est que là, on remplace 50 à 65 mm de pavage par 30 à 45 mm de BFUP, puis de pavage. Fait que là, à ce moment-là, je réduis mon poids mort légèrement, mais avec ma chape en BFUP, je sais que même si j'ai 30-45 mm, j'ai un gain en résistance. Il ne sera pas énorme, mais j'en ai quand même. Puis en plus que je réduis le poids mort. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter la capacité portante, mais je sais que je me crée un loose ou une petite réserve, si on veut, si jamais il y a un problème plus tard avec la structure. Donc, on voit un peu ce que ça donne, puis justement, on a une chape avec un couronnement. Puis quand je vous dis des fois que les entrepreneurs nous amènent des points, on a déjà changé pour, au lieu d'avoir un couronnement avec 2 pentes, ben, j'ai juste 45 puis je change à 30 d'un côté pour que ce soit plus simple à mettre en place. On n'a même pas encore fait de l'essai de contenance, plus de contenance, puis on a déjà changé selon justement les commentaires. Et ici, on a fait un petit joint de dilatation assez simple qui est plus style garage, mais je suis dans une passerelle, fait que j'ai pas la grosse circulation.
Donc, juste comme je vous ai dit, évidemment, sélection de durabilité au niveau de la surface, j'accélère grandement les travaux parce que sur 250 mètres, je le fais en 3,5 en fonction des joints de dilatation. Je ne me passe pas la tête, c'est fait. Alors que si j'avais une façon conventionnelle, ben là, j'en avais pour des mois et des mois de temps. Puis on a utilisé évidemment le sable de quartz parce que le son a prise de 2007, on ne fait pas ça sur une passerelle. On est aidé avec un sable de quartz à ce moment-là. Puis ça, c'est justement le bel exemple de ce projet-là. C'est le bel exemple de on prolonge la durée de vie juste de 15 ans avant de démolir. Je ne voulais pas chercher de l'esthétique, je ne voulais pas chercher de la légèreté, je ne voulais pas chercher non plus de la durabilité. Pas que c'est un bon plus ici, mais ce pas mes objectifs. Je ne voulais pas pousser de 50 ans, c'est juste de 15 ans. Donc c'était juste pour accélérer les travaux et les simplifier. Et celle-là, c'est un peu dans le même projet en fait. Ça a été la même raison, c'est simplifier les travaux, les accélérer. C'est des travaux en espace clos. Donc, j'ai à peu près 1 mètre ici de dégagement à l'intérieur du caisson. Il faut qu'on répare les angles de béton. Donc, espace clos, le monde travaille à genoux. Donc, évidemment, productivité, zéro open bar. C'est pas très bon en productivité. Évidemment, c'est un risque supplémentaire pour les travailleurs. Donc, évidemment, on va essayer de les aider un peu. D'autant plus qu'on manque de main-d'œuvre, les chantiers sont toujours courts parce que tout qu'on fasse dans une saison. Dans le Louarn, je n'étais pas impliqué dans le projet dans le Louarn, juste dans le deuxième lot de travaux. Le Louarn, on fait des réparations conventionnelles, donc sur épaisseur de 100 mm conventionnelle avec l'armature aux 300 mm dans les deux directions. C'est bien beau avec des ancrages chimiques. Mais là, des fois, on avait des 35 et 45e au 100, 125 mm. Je vous laisse imaginer avec les chevauchements qu'il n'y a plus de place. Évidemment, on avait des ancrages chimiques, au lieu d'être 200 mm comme spécifié, on avait 75 mm. En plus que j'ai une réparation qui est longue à faire, elle n'est même pas pleinement performante à cause que je n'ai pas mes ancrages chimiques pleinement développés. Évidemment aussi, bon, on a plein de mobilisations. J'ai la mobilisation pour la démolition, pour l'ancrage chimique, pour l'armature, pour le coffrage, pour la coulée de béton. Ça fait 5 mobilisations, puis l'entrepreneur doit, mettons, il rentre par ici dans la trappe. Là, il faut que, dans tous les trous noirs, c'est un trou de 600 mm, donc 2 pieds, il faut qu'il passe son armature et qu'il va circuler. Lui, il apprécie quand il faut qu'il se rende là faire sa réparation. C'est vraiment des délais qui sont longs qu'on essaie de simplifier au maximum avec une réparation en BFUP pour le deuxième. Donc à ce moment-là, c'est là que je suis un peu rentré dans le projet. On a conçu plutôt une réparation de 50 mm, puis avec le calcul structurant, on arrivait à conclure que dans le fond, pour chaque mètre linéaire, avec juste ça, pas d'armature, on pouvait remplacer 2 étriers sectionnés si jamais il y avait des étriers sectionnés. S'il y en avait plus, bon, on aurait pu juste en rajouter. Moi, mon point que je voulais, c'était vraiment éviter les ancrages chimiques et les armatures. Donc, ça a été résolu, mais là, j'avais évidemment toujours des ingénieurs un peu plus moins habitués avec le véhicule. C'est comme moi, mais là, l'interface à l'ancrage, vraiment pas avoir des ancrages. Donc, ce qu'on est arrivé plutôt, c'est de dire on va faire une petite démolition d'une pochette derrière l'étrier. Donc là, à ce moment-là, mon véhicule va aller s'accrocher sur l'étrier. Je vais augmenter ma résistance, si on veut, puis mon transfert avec la structure. Mais au moins, j'évite d'avoir une mobilisation d'ancrage chimique. Parce que de toute façon, j'ai un casseur qui va venir faire de la démolition. Il est là. Il va juste faire de la démolition supplémentaire. Au final, il y en a eu cette année des travaux, puis l'arme était quand même assez belle. Fait que finalement, c'est même pas 50 mm, on a réduit à 30 mm, tout simplement parce que je n'avais pas besoin de capacité structurelle supplémentaire. Je disais, pour avoir une durabilité, je vais juste mettre 30 mm. Fait qu'il était avec la petite chaudière puis à mettre son défi. Il n'y avait même pas besoin de pompe, il n'y avait pas rien, il était à chauffer. Fait que c'était suffisant, c'était rapide et efficace. Et voici ce que ça donne, c'est zéro esthétique, on est en espace clos, puis les coffrages qui peuvent rentrer, c'est 2 pieds max. J'ai pas de porte de 4 par 8 qui rentre là, donc c'est pas l'esthétique, ça fait la job. De toute façon, ça va être détruit dans 25 ans. Fait que rendu là, ça fait la job, c'est parfait comme ça. On a grandement accéléré les travaux, puis on faisait plein de réparations, ça a pris dans c'est beaucoup plus rapide. Ça, c'est un bel exemple. Quand je vous dis des fois que les bétons renforcés de fibres, le BFUP peut être un bel atout, mais des fois, il ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est un mur de 1890, style un mur pour, donc, vraiment comme un barrage, en fait. La seule coupe que j'ai comme information, c'est ça. Donc, je n'ai pas beaucoup d'informations pour un mur de 150 mètres de long. On avait des réparations sur épaisseur en 1995 et en 2005, puis ils sont à 60% délaminés en 2021. Fait que je sais que j'ai un problème d'adhésion du béton. C'est clair, net et précis, d'autant plus que j'ai un vieux béton de 1890 qui a de la reine, qui a de la trace d'humidité à la surface. Donc la qualité n'est pas là. J'ai pensé au BFUP. L'adhérence va être meilleure. Mais là, finalement, c'est l'analyse de stabilité. Parce que là, on a une réparation de 100 à 200 mm, avec l'élimination à 200 mm, puis même 400. Je ne démolerai pas le mur au complet à 400.
On va juste arriver à la première dénomination à 2 ans. Je remplacerai par du BFUT. Mais là, mon problème, c'est la stabilité. L'ouvrage est instable. Évidemment, quand tu as juste aussi une coupe comme ça, disons que tu te mets des facteurs de sécurité, une marge humaine et max assez grande. Surtout que c'est dans une cour d'école, il y a un débarcadère. Ça ne me tente pas que le mur s'effondre dans une cour d'école avec les enfants aussi. On va reconstruire tel quel finalement. Donc le BFUT a pris le bord finalement. Je l'ai regardé, mais ça n'a pas marché, malheureusement. À la place, on est plutôt allé à recommander des bétons standards, mais renforcés de fil. Tout simplement parce que sur une surépaissante, on est obligé de mettre l'armature aux 300 mm pour la fissuration. Mais là, à ce moment-là, on pouvait aller avec des bétons de fil peut-être aux 450 mm. Fait que j'ai moins d'armature à mettre, moins d'ancrage à mettre. Ça va accélérer les travaux, d'autant plus que dans une cour d'école, ben, tu as juste 8 semaines de travaux d'été. Fait que j'ai pas le choix d'accélérer mes travaux. Maintenant, on va rentrer un petit peu, pour finir, dans le structural, disons. Donc, un bâtiment préfabriqué, c'est une analyse que j'ai faite pour un compteur immobilier qui voulait tout préfabriquer au Québec quand on est dans une autre province. Ça n'a pas été de l'avant parce qu'évidemment, le coût de transport était beaucoup trop cher finalement. Mais lui, il voulait regarder un peu l'option, dans le fond, pour voir est-ce que ça pourrait coûter moins cher que la main-d'œuvre ou est-ce qu'il s'en allait. Donc, en rouge, on a une trame classique 18 pieds, 5,5 mètres là, en général. On peut avoir un classique dans les bâtiments, ce qu'on me dit, parce que je ne suis pas expert non plus dans le bâtiment. Et en bleu, on a la trame en VF que j'ai développée qui doublait en fait les trames. Donc, j'avais des trames de 36 pieds, donc 11 mètres. Évidemment, ça amène beaucoup moins de colonnes, donc beaucoup plus rapide à construire en chantier. Moins de béton et tout ça. Puis les architectes aiment ça en général parce que tu as moins de colonnes. C'est plus facile au niveau de l'organisation intérieure, c'est un peu plus dégagé, il faut avoir des plus grandes ouvertures. Les architectes trippent là-dedans dans ce temps-là. Donc ça, c'est un avantage, moins de colonnes. Ou si à l'inverse, on faisait la même trame que le béton ordinaire, mais en BFUT, ben à ce moment-là, je serais capable de diminuer mes sections. À ce moment-là, si je réduis de peut-être le tiers ou la moitié ma hauteur de poutre, peut-être que sur la hauteur du bâtiment, on va être capable de mettre un étage de plus. Et là, quand tu dis un étage de plus à un compteur immobilier, il voit les sous en arrière. Là, ils vont dire, moi, si je dépense un peu plus en matériaux, mais je vends en plus de pieds carrés, tant mieux. Et au bout de la ligne, au niveau social, ben, si tu as plus dans la même empreinte de bâtiment, plus d'appartements ou autre, ben, tu as plus de logements, tu peux loger plus de monde, tu peux avoir plus de commercial. Bon, ça a des impacts au niveau aussi social, plus que juste technique, dans le fond. Fait que ça a été une des analyses. Puis même au niveau colonne, la même chose, les colonnes étaient plus petites. Fait qu'au bout de la ligne, tu as moins de masse sismique, les murs de refaire sont plus petits, les fondations vont être plus petites si tu as des pieux, par exemple. Ça a beaucoup d'avantages insoupçonnés des fois qu'on peut regarder ailleurs. Ça, c'est une analyse que j'ai faite pour un préfabricant. Et encore là, malheureusement, on n'a pas été de l'avant à cause de la pandémie. La main-d'œuvre, il n'y avait pas assez de main-d'œuvre pour rentrer un nouveau produit dans sa production. Fait que ça a finalement arrêté au concept de test en endroit et de développement. C'était pour passer des câbles souterrains, des câbles électriques. Donc, j'avais une résistance au feu. Pour la résistance au feu, on fait juste mettre de la fibre de polypropylène à l'intérieur, les petites blanches que vous avez vues. On en met dans le BFUT tout simplement, c'est normé ça aussi. Puis dans le fond, l'avantage qui va arriver, c'est qu'elles vont fondre, puis vont créer de l'espace pour le peu d'eau qu'il y a dans le BFUT qui puisse faire son expansion. Parce que oui, on a une essence de la pression élevée, dans l'année, ça limite, et ça vient à exploser en s'illuminer. Donc, c'est des parois de 20 à 25 mm, donc très très minces. Donc, c'est l'avantage, justement, c'est que ça va être léger pour la préfabrication, le transport et tout ça. Maintenant, quand je vous ai parlé à 6 000 à mètre cube, rentabilité, est-ce que c'est vraiment rentable le BFUT? Il est bien oui. Quand on est capable de faire un bon design, on est capable de justement réduire le poids, puis on regarde les fondations et tout ça. Mais en général, là, on est pratiquement dans le même range de prix qu'une solution classique, en béton ou en acier. En général, j'ai même vu des fois 5% moins cher jusqu'à peut-être 10% plus cher. Ça tourne toujours dans ces eaux-là quand on fait un bon design. Si c'est plus cher, ben, c'est peut-être juste pas bien designé ou pas adapté aussi. Mais le gros des avantages, c'est qu'on va tout limiter nos entretiens à long terme. Quand on parle de limiter les entretiens, ben, c'est de limiter les émissions carbone, les dérangements au niveau des citoyens, de la production dans le cas d'une usine ou autre. C'est là qu'on vient vraiment chercher un gain notable. Et l'autre chose aussi, c'est que si on prend, mettons, une structure de 40 ans, puis on met du BFUT, ben, on va peut-être prolonger sa durée de 75 ans encore. Au lieu même de la démolir, comme dans ce cas-ci, c'est un pont qui était voué à être reconstruit. Puis il y a une firme qui a dit, ben non, nous autres, ça, c'en est rare. Nous autres, à la place, on va juste le renforcer en dessous avec comme un deuxième tablier en dessous avec des nervures en BFUT
Puis, ça a coûté moins cher, puis c'était plus rapide parce qu'évidemment, tu n'as pas à démolir et reconstruire. Et puis, dans le fond, ben, ils ont prolongé la durée de l'ouvrage encore. Puis ça, ben, c'est beaucoup plus durable, c'est beaucoup plus écologique aussi parce qu'on a moins d'émissions carbone. Fait que, tu sais, c'est le genre de solution des fois qu'on peut regarder au lieu de jeter à terre, puis, ben, on peut juste renforcer. Donc, c'est un petit peu justement là parce que le BFUP peut amener des fois des changements de paradigme. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Le BFUP ou les gammes de béton renforcé de fibre ont vraiment d'amener des très bons points, de changer un peu les concepts au niveau de durabilité, ou de l'accélération des travaux, des fois aussi simplement que ça. Évidemment, on les voit de plus en plus dans d'autres domaines. Puis comme je parlais, dans chaque pays, on peut leur force et faiblesses. En Espagne, ils ont beaucoup de pré-contraintes en BFUP. Ils ont des éléments maintenant, ils sont des barges pour les panneaux solaires sur l'eau qui flottent en BFUP. C'est pour les moules, je pense aussi, qui utilisent ça. Donc, chaque pays, on peut leur utilisation. Dans ce qu'on voit qui s'en vient aussi, il y aura peut-être les stationnements étagés ou souterrains. On pense au poids des véhicules électriques qui sont vraiment plus lourds, qui s'en viennent de plus en plus populaires. Là, à un moment donné, les stationnements ont-ils été conçus pour ces charges-là? Je ne le sais pas. Mais s'il faut les renforcer, est-ce qu'on va renforcer en béton standard qui va empêcher d'avoir, qui va en fait réduire la quantité de stationnement parce qu'on a des sections plus épaisses, ou on ferait peut-être plus mélange des flux? J'ai déjà fait une évaluation justement là, pour réparation d'un stationnement. Mais en gardant le stationnement ouvert, on ne peut pas déchausser toute l'armature des colonnes. On faisait juste on jouait sur l'enrobage dans le fond, si on permettait de renforcer. Tout ce qui est barrage, sport, dans le souterrain également. Ce qui s'en vient dans d'autres pays qu'on voit, c'est beaucoup le BFUP pompé, projeté, puis l'impression 3D. Ça s'en vient de plus en plus. Ici, je vous dirais qu'on est toujours un peu en retard dans bien des technologies, dont celle-là. On traîne un peu de la patte, on s'en vient à rattraper un petit peu, puis dans d'autres pays, ils sont vraiment là, tout projetés dans le fond, plus couramment. Voilà, si jamais vous avez des questions, ben, on va faire plaisir de répondre. Sinon, ben, par après, je suis disponible aussi si vous êtes gêné de la poser là, ou si vous êtes encore plus gêné dans un projet dans un mois, vous pouvez m'écrire, envoyer un courriel, j'ai aucun problème, ça fait toujours plaisir de parler de BFUP. Merci beaucoup pour cette présentation très instructive, très passionnante. Ça me donne beaucoup d'idées. Je pense que c'est un des défis, c'est de réfléchir d'une manière un peu différente du problème. Parce que, effectivement, je pense que pour trouver dans l'exemple du monde, il faut aller un peu à contresens pour arriver avec ça. Bravo. J'invite à des questions s'il y en a. C'est quoi la préparation avant de mettre, là, je dirais, c'est juste enlever ton mauvais béton, puis d'achat? Comme une réparation standard. OK, mais il n'y a pas de lait, de petit lait, ou jusqu'au qu'on met... Non, on fait juste démolir dans le fond le béton, on met l'eau pour avoir la surface saturée, la surface séchée, la surface SCCS. D'autant plus qu'on n'a pas beaucoup d'eau dans le béton. Dans le BFUP, le rapport au lien est très faible. Donc à ce moment-là, tu veux vraiment que la surface soit humidifiée. Sinon, ça va encore moins. C'est tout simplement ça. Pour ça, tu parles qu'il y a une adhésion excellente, ouais. Mais elle s'explique comment, cette adhésion-là? C'est juste des tests qui prouvent ça? C'est une microstructure qui est très dense. Le plus gros granulus, c'est 0.1 mm. Okay. Le plus gros granulus, c'est 1 mm, même pas. Fait qu'évidemment, dès que tu as un petit port dans ta surface de béton, il va venir à être rempli. Là, bien, évidemment, en plus, tu as une résistance à l'attraction qui est élevée dans ton béton. Tout ça vient aider à ce que, justement, que la rupture vient dans le point faible qui est le béton en dessous. Fait qu'évidemment, ça arrive toujours dans le substrat parce qu'on parle de réparation de béton standard. Mais si on fait un BFUP sur un BFUP, c'est sûr que ça va peut-être être plus l'interface qui va arriver à la rupture. Mais avant qu'on répare un BFUP, je ne serai plus ingénieur. C'est quoi la cure? Oui, c'est une cure. Normalement, c'est 7 jours humides. Mais je te dirais qu'après 24 heures, tu peux être déjà autour du 60-80 MPa. Normalement, à 100 MPa, on peut l'ouvrir à la surface, à la circulation fonctionnelle. De toute façon, on s'entend après 80 à 100 MPa, un béton, il n'y a plus rien qui rentre dedans. Ouais. Fait que souvent, là, dans plusieurs projets, c'est comme des joints de connexion. La cure, c'est tout simplement de mettre un coffrage, tu le laisses là 24 heures, tu l'enlèves après,
Puis si tu as un coffrage en dessous, tu le gardes, je pense que c'est 72 heures. Jusqu'à temps que tu aies le 70% de frais de cycle. Fait qu'en général, là, la cure, c'est assez simple. Dans certains autres cas, comme les champs, là, on va mettre souvent, si j'arrive, souvent, ce qu'on va venir faire, c'est, là, on le faisait pas dans ce temps-là, mais maintenant, la nouvelle tendance, c'est de mettre un adjuvant de cure. Je sais plus les noms, là, mais après, le produit blanc là, pour la cure de béton. Puis après ça, ils mettent même plus de polythène, parce que les polythènes venaient souvent, d'un, sur des grands ouvrages, ça devient compliqué à essayer de le maintenir en place, pas qu'il pogne dans le vent, puis s'il pogne dans le vent, tu veux pas qu'il renfonce dans ton béton, qu'il vienne de maganer, il faut juste mettre le produit cure, puis ça s'arrête. Qu'est-ce qui fait que la longueur de chevauchement est à 75% de la longueur du développement? Ton béton travaille en pression. C'est vraiment pour ça. C'est comme ton béton est capable de transférer de l'effort beaucoup plus facilement à cause des fils d'acier. Tu as une instance de 7 à 15 MPa en traction, alors qu'un béton standard ne l'a pas. C'est pour ça que tu es capable de réduire ça. Puis le chevauchement, tu as toujours un espace qui est permis, puis c'est le maximum de ta longueur de chevauchement. Fait que si j'ai 100 mm de chevauchement, je peux avoir 100 mm entre les deux barres. Parce que le chevauchement, ça se comprend avec la traction dans le béton, qui n'existe pas dans un béton normal, mais la barre d'armature, elle, c'est juste une belle même, qu'est-ce qui fait qu'elle va être différente? C'est l'adhésion entre la barre et les fibres dans le béton? Ouais. Tu sais, ta barre de longueur de développement, là, elle est autant là pour la barre que pour le béton. Oui, mais c'est aussi tu ne veux pas non plus, quand tu as le développement, tu ne veux pas non plus que ton béton fissure aussi. Ouais. Souvent, il y a ça qui va contrôler la longueur. Oui, exactement. Okay. Et au tout début, tu as parlé des fissures, là, tu disais si vous êtes capable, parce qu'à cause de la fibre, elle fissure, il faut que ça fissure avant qu'elle se mette à travailler. Oui. Et tu dis si on est capable d'accepter qu'il y ait cette fissure-là, bon, ça c'est bon. Mais est-ce que dans un milieu corrosif, une usine, par exemple, tu as des poutres, tu répares avec ça, puis il y a une fissuration qui arrive, puis qu'on dit, OK, structurellement, ça fonctionne. Mais est-ce que la chimie, les produits chimiques dans l'usine vont affecter les fibres? C'est des fibres synthétiques. À ce moment-là, normalement, il n'y a pas de problème. OK, c'est bon pour contre n'importe quoi. Normalement, oui, c'est ça. Il faut juste s'assurer peut-être, je ne sais pas les produits chimiques exactement, là, mais il y aura peut-être une vérification de compatibilité. Si c'est en fibre d'acier, là, à ce moment-là, on a moins ce problème-là. En général, on a un meilleur contrôle d'absorption. L'autre chose aussi que je n'ai pas dit, c'est que le déflux, si jamais il y a une fissure qui se fait, surtout dans ces cas-là qu'on a ici dans la zone des fouissages, les fissures, des fois qui sont non visibles à l'œil, peuvent se colmater. Parce que le déflux, il y a du ciment qui est non hydraté, il sert en fait quasiment comme de filler qu'on fait des granulats. Puis là, dès qu'il y a une fissure, l'eau va rentrer, elle va venir hydrater le ciment, puis là, ça va faire une réaction d'hydratation de ciment, ça va venir colmater. Puis ça peut se faire aussi, même sous changement cyclique, comparativement au béton standard. Juste pour clarifier, en fait, il a été mentionné que le poids propre du bifibre est réduit. Est-ce que c'est normalement dû au fait qu'il n'y a juste pas de gros granulats? En fait, la masse volumique, c'est la même qu'un béton standard. C'est juste que quand on fait des designs structurels, comme on a vu, des 20-25 mm épais, je réduis le poids propre des masses de façon générale. C'est pas la masse volumique du béton qui est changée, c'est juste parce qu'on réduit la quantité de béton qu'on utilise pour le béton. C'est juste pour ça. La masse volumique ne change pas, mais est-ce que ton taux d'air, mettons, si tu dis que c'est un matériau très compact? On est peut-être à 2% dessus. Mais on ne le regarde jamais. De toute façon, il est tellement intense qu'il n'y a rien qui va rentrer. Donc même si tu as 2-3%, on s'en fout complètement. C'est pas un paramètre, disons, pour la durabilité, comparativement à un béton standard, que tu veux du 4 à 8% en général. On ne regarde pas. Dans les devis, on dit même justement pas besoin de vérifier parce que les laboratoires sont nouveaux aussi en général avec ce matériau-là. On spécifie de ne pas regarder le taux d'air dans ce béton-là. BFP, quand tu l'utilises dans le fond, parce que tu semble dire que le béton peut aller jusqu'à 90 MPa, mais à quoi ça sert au début
tu avais le BFT puis le béton. Béton à couvert haute performance. Ouais, quand est-ce que tu vas l'utiliser? C'est pour la durabilité, pour qu'il y ait moins de micro. Ça dépend juste des bétons. Tu sais, si mettons, tu utilises un béton à haute performance, puis là, tu veux réduire peut-être ton armature, tu pourrais dire, je vais mettre des fibres à l'intérieur. Tu peux combiner. Ouais. On peut combiner toutes les gammes de béton qu'on est habitué standard, on peut mettre des fibres, puis on peut, selon le dosage en fibre et le type de fibre, on peut quand même réduire. Mais tu peux, dans le fond, quand tu designs, tu peux prendre en compte que les fibres vont prendre une partie de ta. Ouais, dans le fond, je vous dirais structurellement, avec mettons, un béton standard avec des fibres longues comme ça, à 0,5% qui est probablement le minimum, c'est plus de la durabilité, je vous dirais. Mais quand on veut avoir un apport structural, je vais peut-être y aller vers 0,75%, 1%, pour avoir plus d'un apport structural, puis que là, je peux vraiment considérer, sinon je trouve que je n'ai pas assez d'apport pour réduire mon armature. Surtout, il faut considérer qu'il y a une orientation dans les fibres. Donc là, il y a aussi un facteur d'orientation dans les fibres au niveau structural qu'on va considérer. Si c'est comme le RP, tu peux juste reprendre, mettons, ton live load, ou tu peux carrément prendre la même charge, c'est juste ton dead load, ton live load, puis après, c'est juste ta résistance, une partie qui est à. Ben, dans le fond, c'est ton équilibre des forces. C'est l'équilibre des forces. Normalement, tu as compression en haut, la traction dans le bord d'armature. Mais là, maintenant, tu as tout ton volume de béton autre que ce qui est en compression, qui va être considéré pour la traction. Donc là, tu as un autre effort de traction à faire. Fait que là, l'équilibre des forces avec des forces élastiques. Mais pour toutes les charges, tu peux prendre ta résistance. Ouais. Quand je vous disais, dans le fond, les fibres longues vont être plus adoucissantes, les fibres longues vont être plus pour tout ce qui va être ultime. Puis les fibres courtes vont être tout ce qui va être en service, principalement. Parce que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ils sont tellement courts que quand tu arrives avec ta grosse fissure de rupture, ils n'ont plus la capacité de bien aller tout reprendre. Même si on le voit sur la courbe ici, qui ont encore une capacité, on ne le considère pas dans le calcul structural des fibres courtes en défib. Fait que là, des fibres courtes, c'est juste en service. Puis à l'ultime, ben, ça va être plus des fibres longues. C'est pour ça qu'en Espagne, ils ont fait des passerelles où est-ce qu'ils combinaient les deux. Fibres courtes et longues. Là, ils sont capables d'aller chercher une résistance en service et à l'ultime. Mais ici, malheureusement, on n'a pas ces bétons-là. Quand tu veux demander un développement de matériaux pour, ça va être une autre paire de manches. Mais quand tu rajoutes des fibres à un mélange ordinaire, c'est ça que tu dis que tu peux faire? Oui. Mais le mélange ordinaire, il faut le vibrer, normalement, pour que là, ça On va adapter avec des adjuvants pour se faire plastifier à ce moment-là. Okay. Il y a quand même un petit peu, tu sais, c'est pas juste on rajoute, c'est ouais. Il y a un petit peu d'ajustement quand même à faire. Là. Puis de toute façon aussi, c'est quand on va le spécifier pour savoir c'est quoi la résistance aussi qu'on veut quand nous autres on fait la conception. Fait que là, tu sais, il y a un peu de recherche des fois à faire aussi. Au Québec, comment ça avoir des fournisseurs, des entrepreneurs qui sont habitués à travailler avec ça, ou c'est vraiment très très niché? Les fournisseurs, il y en a deux. En tout cas, ce qui arrive, c'est qu'ils sont approuvés ministère, il y en a deux. Il y a SICA et BNQ la femme. C'est les deux au Québec. Même au Canada, je voudrais pas mal les deux seuls. Aux États-Unis, on a plus de joueurs, mais plus de volume. Ça va toujours en fonction du volume. Ici, on a peut-être, l'année prochaine, on va peut-être avoir 120 cubes de défib dans l'année. En Suisse, il y en a des milliers. Aux États-Unis, ils font un projet, c'est 2020 cubes. Ça dépend toujours du volume. Dans quelques années, j'imagine, on va peut-être avoir d'autres. Je sais qu'il y a d'autres fournisseurs, là, il y en a 2-3 autres qui sont en train de développer leur matériel. C'est des coûts aussi. C'est tout le coût de faire les essais en traction, en compression, les fiches techniques et tout ça qui sont en train de faire. Il va y avoir plus de joueurs bientôt aussi. Bon, on a fait le tour des questions. Merci bien pour ta présentation. J'invite certainement, suite à ton invitation, j'invite certainement les gens à rester s'ils veulent continuer à discuter un peu plus en privé. Je ne trouve pas le mot. On a quelques bières de l'alcoolisé en arrière, c'est des gens qui veulent ouvrir un peu le bal. Et voilà, grandement applaudissements encore, merci beaucoup.